Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi soir. Des gilets jaunes pâles dans les rues aujourd'hui. Ils étaient à peine 12 000 dans le pays, 3 fois moins que la semaine dernière. Peu de monde à Paris, un peu plus en région. Quelques tensions encore, à l'image de ce qu'il s'est passé à Bordeaux, où nous retrouverons notre envoyé spécial David Bazy. À tout à l'heure. Presque 2 mois après l'effondrement tragique de 2 immeubles à Marseille, la colère des sinistrés de la rue d'Aubagne. Ils sont des centaines à attendre d'être enfin vraiment relogés. Théo Souman sera en direct sur place alors que d'autres immeubles menacent de tomber. L'attentat d'hier en Égypte n'y changera rien. Cette année 2018 aura marqué le grand retour des touristes au Moyen-Orient. On vous emmènera sur quelques-uns des plus beaux sites visités. Quand caviar rime avec Madagascar, on le sait peu, mais en Afrique aussi, on produit des perles noires. Vous verrez qu'on y prend grand soin des esturgeons. Et puis, Psychose, La mort aux trousses ou encore Les oiseaux, le maître du suspense, Alfred Hitchcock, fera frissonner ce journal. Ce sera tout à l'heure. Ce n'était donc pas la foule des grands jours pour les Gilets jaunes qui ont enchaîné leur 7e samedi de mobilisation d'affilée. Signe particulier, c'est donc en région que ça a le plus bougé aujourd'hui. Claire Colnet, Denis Bassompierre et Patrick Wurstorm. Dans les rues de Toulouse cet après-midi, une foule plus dispersée pour ce 7e samedi de mobilisation. Selon la préfecture, 1300 Gilets jaunes se sont rassemblés, 2 fois moins que la semaine dernière, mais ils se disent toujours aussi déterminés. Ce qu'on veut, c'est une justice. Ce qu'on veut, c'est arrêter de manger des miettes. Comme certains l'ont dit, ils croquent, on croque. Et certains tentent encore de convaincre. En fin de journée, des échauffourées éclatent. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. J'ai voulu suivre le mouvement, et effectivement, j'ai été gazée. Alors c'est la première fois et ça pique, hein. Ça pique. Quelques heures à Toulouse, mais aussi à Bordeaux. Certains manifestants érigent des barricades et mettent le feu à des poubelles. Ici, la manifestation a rassemblé 2400 personnes d'après la préfecture, autant que samedi dernier. Tant qu'il n'y a pas des avancées significatives, il faut continuer. Maintenant que c'est parti, il faut y aller. Même détermination à Marseille, dans une ambiance bon enfant, ou encore près de Calais. Ces gilets jaunes bloquent l'autoroute A16 pendant plusieurs heures. Certains automobilistes exaspérés forcent le passage malgré les risques. À Paris, en revanche, des cortèges plus modestes. 800 manifestants contre 2000 samedi dernier. Sur les Champs-Élysées, ils sont quelques dizaines encerclés par les forces de l'ordre. Mais la plupart convergent devant les sièges de certains médias. Près des locaux de BFM TV d'abord, où des heurts éclatent, puis devant l'immeuble de France Télévisions. Par petits groupes, les manifestants se dispersent rapidement et font face parfois à l'impatience de certains riverains. On te dérange, mais on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. C'est pas la question. On est là pour se faire entendre. Il n'y a pas de problème, mais faites-vous entendre. Il n'y a pas de problème, allez-y. Eh bien, si ça passe par te bloquer, moi je te demande simplement 2 minutes. Selon la préfecture de police, 57 personnes ont été interpellées dans la capitale. On l'a vu, du monde et pas mal de tensions, notamment à Bordeaux, la ville qui a le plus mobilisé aujourd'hui et où se trouve David Bazy. Bonsoir David, ça a été tendu toute la journée chez vous, un peu comme la semaine dernière en fait. Oui, il y a eu des tensions dès la première heure de manifestation. Alors pour l'instant, il y a 25 interpellations, un peu de casse, mais pas de pillage, me signale-t-on, et surtout pas de blessés graves. Alors la mobilisation est semblable à celle de la semaine dernière, 2500 manifestants selon la préfecture. Les Gilets jaunes se voient 2 fois plus nombreux. Alors ces affrontements, ils ont débuté sur les axes commerçants et contrairement aux semaines précédentes, la mairie de Bordeaux n'était pas ciblée par les manifestants. Alors au moment où je vous parle, il y a toujours des heurts dans Bordeaux avec des policiers qui se déplacent en petits groupes et un camion à eau qui se déplace sur les lieux d'affrontement. Alors il faut que je vous dise que tous les Gilets jaunes que nous avons rencontrés ici se disent extrêmement déterminés à continuer les manifestations. Décidément, Bordeaux reste l'une des places fortes de ce mouvement. Merci beaucoup David Bazy en direct de Bordeaux. Donc il y a un paradoxe avec ces gilets jaunes. Certes, le nombre de manifestants baisse nettement, mais pour autant, leur voix reste très forte. Se pose donc la question de l'après. Quelle évolution pour ce mouvement? Anne-Charlotte Iné, Ambrine Dida et Olivier Combes. Ils font toujours autant de bruit, pourtant ils sont de moins en moins nombreux.
7e semaine de mobilisation des Gilets jaunes. Le mouvement est-il en train de s'essouffler? Oui, à en croire les chiffres du ministère de l'Intérieur, les seuls disponibles. 287 000 Gilets jaunes dans les rues le 17 novembre. Mais leur nombre diminue samedi après samedi. 66 000 le 15 décembre et aujourd'hui, 12 000 dans toute la France. Certains craignent déjà le déclin du mouvement. Si à chaque acte, il y a de moins en moins de monde, à un moment donné, je pense que même si vous avez le moral et tout, à un moment donné, vous décrochez, quoi. Mais la plupart évoquent une simple pause. On est quand même sur la période de Noël. Donc on arrête de dire qu'il n'y a pas grand monde, d'accord? Quoi qu'il arrive, il y a énormément de gens qui ont le gilet jaune dans le cœur. Le soutien de l'opinion, peuvent-ils encore compter dessus? Ils le savent, c'est de cela dont dépendra la suite du mouvement. Ras-le-bol chez certains. Il faut trouver une solution, il faut que ça s'arrête. Mais pour cet historien, les idées des Gilets jaunes ont pénétré la société durablement. Les Gilets jaunes sont ancrés aujourd'hui dans la société, dans la manière de repenser une société. Il y a quand même une sympathie générale. On a envie véritablement que ça change au niveau du pouvoir d'achat, que ça change au niveau de la participation démocratique. Donc tout ça fait que ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter la semaine prochaine. D'autant qu'ils entendent encore faire quelques coups d'éclat. Le 31 décembre sera-t-il un tournant? Pour eux, Réveillon rimera cette année avec manifestation sur les Champs-Élysées. L'appel est lancé, promesse d'une démonstration de force pour redonner un second souffle au mouvement. Vous allez voir déjà le 31 décembre sur les Champs-Élysées et vous allez voir le mois prochain. Beaucoup n'écouteront pas les vœux du président ce soir-là. Il ne nous écoute pas, nous ne l'écouterons pas. Bien décidé à maintenir la pression sur le pouvoir, coûte que coûte. Et puis, vous vous souvenez peut-être de ces gilets jaunes qui, à l'issue d'un simulacre de procès et d'une mise en scène morbide, avaient décapité un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière à Angoulême. Eh bien, 3 d'entre eux ont été mis en examen ce matin, mis en examen pour provocation à la commission d'atteinte à la vie. Ils ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Il y a presque 2 mois, 2 immeubles vétustes de Marseille s'effondraient, faisant 8 morts. Arbre tragique cachant la forêt de l'insalubrité dans la ville. La mairie a d'ailleurs annoncé hier soir avoir pris 100 arrêtés de péril grave et imminent concernant des bâtiments. Bonsoir Théo Souman, vous êtes en direct de Marseille. C'est un chiffre assez inquiétant en fait et on se demande finalement si des drames comme ceux que l'on a connus le 5 novembre pourraient se répéter. Bonsoir Thomas. Oui, c'est justement pour éviter absolument un nouveau drame que tous ces arrêtés de péril ont été pris. Depuis le 5 novembre, 200 immeubles ont été évacués par précaution dans toute la ville de Marseille. Ils ont été expertisés et pour la moitié, 100 donc, ils ont été frappés d'un arrêté de péril. Pour leurs habitants, plus d'1 millier encore. Cela signifie que l'hébergement d'urgence à l'hôtel va devoir se prolonger encore un peu. Le temps pour la mairie de Marseille de trouver une solution adaptée à chacun. Certes, cet hébergement d'urgence est pris en charge financièrement par la mairie de Marseille, mais il reste très difficile à vivre, notamment pour les familles avec enfants ou encore pour les rescapés de la rue d'Aubagne, ceux dont l'appartement s'est effondré. Nous les avons rencontrés avec Alexandre Lépinet. Là, vous avez les toilettes, là, il y a la chambre. 15 mètres carrés pour vivre. Depuis un mois, cette chambre d'hôtel payée par la mairie de Marseille est le refuge de Sophie D et de son compagnon. L'étudiante était locataire au 65 de la rue d'Aubagne. Elle a tout perdu dans l'effondrement de son immeuble. On a les habits qu'on nous a donnés là, mais avant de reconstituer un petit peu d'affaires personnelles, on aimerait avoir un appartement dans lequel pouvoir les poser. Problème, les 2 appartements qui lui ont été proposés ne lui convenaient pas, trop éloignés ou nécessitant des travaux. Du coup, le séjour à l'hôtel se prolonge. Le jeune couple ne supporte plus cette situation. On demande juste un logement. Enfin, ce qu'on avait avant, quoi, et une petite aide pour pouvoir emménager dedans, avoir le minimum, un lit, une couette, un frigo. Et en fait, non, je trouve pas ça normal qu'on doive se battre. On est déjà des victimes, on a déjà vécu quelque chose d'atroce. Et en plus de ça, on est doublement victime, on est encore une fois méprisés. À Marseille, 1600 personnes ont été évacuées de leur logement depuis le 5 novembre. Près de 2 mois plus tard, seulement 400 ont pu retrouver leur appartement ou une solution pérenne ailleurs. Les autres attendent toujours. Certains manifestaient leur colère aujourd'hui, comme Julie Benassef, hébergée à l'hôtel avec ses 2 filles jumelles de 2 ans.
On est très serré et on est obligé de sortir. On ne peut pas rester une journée entière enfermé dans un petit 15 mètres carrés. Tous les jours, je viens ici pour leur demander des logements. Ils me disent qu'il n'y a que ça à me proposer, il n'y a pas d'autre chose. Pour reloger plus dignement ces familles, la mairie assure faire aussi vite que possible. 100 arrêtés de péril ont été pris depuis les effondrements. On a eu du retard dans le traitement de ces signalements, dû à la fois à la mobilisation des experts qui est nécessaire et à la fois au nombre énorme de signalements qui ont eu lieu. Nous ne demandons rien d'extravagant. Cet après-midi, Sophie D a pris la parole. Une lettre adressée aux élus et au préfet. Un appel pour que les évacués de Marseille retrouvent au plus vite un logement et une vie normale. Alexandre Benalla, ex-conseiller devenu le cauchemar de l'Élysée, contre-attaque. Mise en cause pour l'usage supposé de ses 2 passeports diplomatiques, il a écrit une lettre à l'Élysée pour donner sa version des faits, lettre qu'il a pris soin de rendre publique. « J'ai des échanges réguliers avec certains membres de la présidence », écrit Alexandre Benalla dans ce courrier. Bonsoir Hélène Hugues, vous y êtes vous à l'Élysée, c'est un petit côté menaçant cette phrase-là, un petit côté « retenez-moi ou je fais un malheur ». Comment on réagit du côté de la présidence, Hélène ? Eh bien d'abord Thomas, je vous confirme que la lettre d'Alexandre Benalla est bien arrivée aujourd'hui à l'Élysée et la seule chose qu'on demande ici désormais, c'est qu'Alexandre Benalla donne des noms et notamment le nom de celui à l'Élysée qui est supposé lui avoir restitué ces fameux passeports. Cela permettrait, dit-on ici, de le confronter et de faire toute la lumière sur cette affaire. Une fois de plus donc, alors qu'Alexandre Benalla continue d'essayer de jeter la suspicion, eh bien l'Élysée botte en touche. Hier, par exemple, dans un communiqué, la présidence a demandé aux autorités administratives compétentes de faire toutes les démarches pour récupérer ces passeports et saisir la justice. Une manière de renvoyer la responsabilité sur le Quai d'Orsay et de ne toujours pas répondre à la question essentielle qui se pose toujours. Quel lien existe-t-il entre Emmanuel Macron ou ses conseillers et Alexandre Benalla? Ça sera pour l'épisode suivant. Merci beaucoup Hélène Hugues. Dans le même temps, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre Alexandre Benalla. Enquête ouverte notamment pour abus de confiance. Ça concerne précisément les 2 passeports diplomatiques qu'il est soupçonné d'avoir utilisés après avoir quitté ses fonctions auprès du chef de l'État. Emmanuel Macron, qui n'est pas à l'Élysée ces jours-ci, il a pris quelques jours de vacances, discret depuis le début de la semaine. Il s'est offert une petite sortie avec son épouse dans les rues de Saint-Tropez. C'était hier soir. Retour à l'Élysée prévu demain pour préparer son message de vœux du 31 décembre. Au lendemain de l'attentat qui a fait 4 morts en Égypte, les touristes sont déjà de retour au pied des pyramides. Regardez ces images qui ont été tournées tout à l'heure du côté de Gizeh, touristes et sérénité a priori. Reste que cet attentat au pied des pyramides est évidemment un coup dur pour le pays, pour son économie. Pourtant, en 2018, la beauté semble avoir pris le pas sur la peur au Moyen-Orient et les voyageurs sont d'ailleurs revenus nombreux, en Égypte donc, mais aussi en Israël ou en Jordanie. Franck Genozo et Giona Messina. Aux portes du désert, cet étroit corridor de pierre fut des années durant boudé par les visiteurs. Derrière ces immenses falaises, Petra et ses trésors longtemps délaissés retrouvent leur magnétisme légendaire. Les touristes sont de retour, comme ces 2 Lillois, ravis d'avoir choisi cette destination. Dès qu'on arrive là, on voit la largeur et le gigantisme du monument, quoi. C'est magnifique. Les détails et tout, c'est vraiment génial. C'est vraiment très très beau à voir. La Jordanie a toujours été considérée comme l'un des pays les plus sûrs de la région. Mais les guerres toutes proches en Syrie et en Irak ont pendant des années refroidi les visiteurs. Et aujourd'hui encore, les craintes n'ont pas toujours disparu. Vous aviez un peu d'appréhension, vous, au moment de venir ici? Moi, un petit peu. Ma famille, énormément. Mes amis, ils m'ont dit comment ça, pourquoi la Jordanie? Mais avec une fréquentation en hausse de 35%, les années noires semblent s'éloigner, estime le directeur du site. La première explication, c'est que la situation se stabilise dans les pays autour. La Syrie, l'Irak, les gens ont moins peur. Et puis, on a développé des vols à bas coût. Depuis certains pays en Europe, il y a des billets qui ne coûtent pas plus de 20 €. Avec cette nouvelle stratégie, le record historique de fréquentation pourrait même être battu dès l'an prochain. Cette embellie ne se limite pas à la Jordanie et à ses trésors. La plupart des pays de la région en ont bénéficié
En 2018, les touristes sont clairement de retour au Moyen-Orient. Si l'on compare à l'an dernier, 40% de visiteurs en plus en Jordanie, 5% au Liban, 6% en Cisjordanie, 20% en Israël. Mais avec 80% de croissance, le champion de la région, c'est l'Égypte. Dans la vallée des rois, le tourisme retrouve des couleurs, comme dans cet hôtel de luxe, longtemps déserté. Donc tous les bâtiments sont comme ça autour de la fontaine. Au chômage technique pendant des années, le personnel est de retour, car l'établissement affiche complet pour les fêtes. Les lits à l'ancienne, en métal. Le redémarrage touristique a créé 600 000 emplois dans le pays depuis le début de l'année. On va voir ce qui va se passer, mais je crois qu'on est parti pour quelques bonnes années. On a eu 7 années de vache maigre, maintenant c'est les 7 années de gloire. Le pays n'a pas encore retrouvé le niveau de fréquentation qu'il connaissait avant la révolution de 2011. Mais dans la région, certaines villes battent déjà des records. C'est le cas de Jérusalem. La cité 3 fois sainte n'avait jamais accueilli autant de touristes que cette année. 5 millions de visiteurs, et cela commence à se sentir. Embouteillage monstre aux abords de la vieille ville, allée du souk régulièrement bondée. Alors, pour faire face, la ville vient de lancer un grand projet de téléphérique. D'ici 3 ans, près de 3000 personnes par heure devraient emprunter ces cabines jusqu'au pied du mur des lamentations et de l'esplanade des mosquées. Ce projet nous permettra d'éviter que les bus ne s'approchent trop près de la vieille ville. Il permettra aux touristes d'arriver directement au pied des remparts. Un projet contesté par les Palestiniens et dont certains estiment qu'il défigurera l'auguste silhouette de la ville. Mais un investissement incontournable, estime la mairie, pour une cité qui a vu sa fréquentation touristique doubler en l'espace d'à peine 3 ans. Si vous avez des doutes au moment de choisir votre destination, il y a un site mis à jour en permanence sur lequel il faut que vous alliez. C'est celui du ministère des Affaires étrangères qui propose aussi une application pour vos smartphones. Elle s'appelle « Conseil aux voyageurs ». Après le soleil du Moyen-Orient, le froid et la tempête aux États-Unis, elle s'appelle Ebony, cette tempête, et elle a déjà fait au moins 7 morts. Agnès Varamian. Le nord de l'Amérique enveloppé dans le blizzard, la tempête souffle depuis 3 jours. Sur le bord des autoroutes du Minnesota, des poids lourds, stoppés net. Il faudra des heures à la police pour dégager celui-là. La remorque glisse comme une luge sur la couche de neige. Il y a 2 jours, un camion hors de contrôle a heurté cette voiture de police dans laquelle une caméra filme. Il n'y a pas eu de blessés. Au Kansas, ce tracteur aura beaucoup de mal à sortir un poids lourd du bas-côté. 2 tempêtes, en fait, ont balayé l'une après l'autre le centre et le nord du pays. On ne voyait que du blanc, vraiment, 0 visibilité. Et quand je vous dis 0 visibilité, c'était vraiment ça. Avec les chutes de neige, plus de 500 vols ont été annulés. Les vacances sont un peu gâchées pour ces passagers du Texas. Les États du Sud sont aussi touchés. Alabama, Louisiane, 30 cm d'eau sont déjà tombés. Le Nouveau-Mexique, qui souffre de sécheresse, a vu la neige, tout comme ses enfants de Las Vegas. It is snowing in Las Vegas. Quelques flocons de bonheur cette fois. De la neige, il y en a aussi beaucoup sur le nord-est du Japon. Regardez, c'est le grand blanc là-bas. Alors on déneige comme on peut, avec des pelleteuses parfois aussi à la main. Bon courage. En tout cas, cette neige continue à tomber en abondance. La capitale, Tokyo, a été touchée elle aussi. Ça provoque quelques problèmes sur les routes et ça provoque aussi quelques soucis dans les gares avec les trains et de nombreux retards. On revient en France, ils sont souvent les tristes stars du réveillon, les pétards. Et chaque année, ils causent des accidents. D'ailleurs, certains gros engins sont interdits à la vente aux particuliers. Seulement voilà, ces pétards très puissants, on les trouve sans problème en Allemagne par exemple. Du coup, certains frontaliers vont tranquillement faire leur marché là-bas. Isabelle Béchler et Antoine Morel. Dans le tram de retour d'Allemagne, aucun doute, les policiers et les douaniers vont trouver des pétards interdits d'importation en France par des particuliers. Vu qu'ils étaient en vente dans les magasins, qu'on pouvait les acheter librement, j'étais pas au courant qu'on pouvait pas les importer en France, quoi. Alors maintenant, on a un rappel à l'ordre. Si on se fait de nouveau attraper, là, on risque une grosse amende. C'est ce qu'on nous a dit, mais là, j'ai pas l'intention d'en racheter.
Les petits malins, plus matinaux, sont allés à Kehl en Allemagne avant le début des contrôles policiers à la frontière pour acheter leurs pétards. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces pétards-là? Les gros boum. Les gros boum, boum, boum. C'est ça qui m'intéresse pour la nouvelle année. Mais déjà, c'est illicite ça en France, c'est sûr. La réglementation allemande est moins restrictive qu'en Alsace. Et la tradition est la même. On accueille la nouvelle année au son des pétards. Ici en Allemagne, tout est autorisé. 90% de notre clientèle est française et nous n'avons pas le droit de refuser la vente parce qu'ils sont français. Seule exception, s'ils ont moins de 18 ans. Côté français, les pétards de catégorie 2 et 3 ne sont autorisés aux majeurs que s'ils ont été achetés en France, car trop dangereux. Il y a plusieurs règles pour les manipuler en toute sécurité. L'allumer au sol, de ne pas le garder en main trop longtemps et d'éviter de jouer avec. C'est-à-dire le garder, aller vers les gens et tout ça. Et puis s'il n'explose pas, surtout pas le retoucher, quoi. Les soignants de SOS Main redoutent toujours la nuit du Nouvel An, car les lésions provoquées par les pétards sont souvent très invalidantes. Avec les pétards, ce qu'on nous amène est de la bouillie, lorsque le doigt est amputé. Donc on ne peut qu'essayer d'améliorer un petit peu, mais on ne peut pas replanter un doigt explosé par un pétard. 80 accidents l'année dernière dans le Bas-Rhin contre 40 en 2016. L'augmentation inquiète les pouvoirs publics. Les contrôles frontaliers vont se poursuivre jusqu'au réveillon. 2 petits conseils pour éviter les problèmes quand vous achetez des pétards. Vérifiez qu'il y a toujours le logo CE sur les paquets. C'est la preuve qu'ils sont conformes aux normes européennes. Et puis évitez d'acheter un produit dont le mode d'emploi n'est pas rédigé en français. On passe maintenant au réveillon côté plaisir. Si je vous demande de quel pays vient le caviar, vous allez sûrement me répondre de Russie ou d'Iran. Et vous avez raison, enfin en partie raison, puisqu'on trouve aussi désormais du caviar made in Africa. Les esturgeons ne sont pas arrivés là tout seuls, mais visiblement, ils s'y plaisent plutôt bien. Marc de Chalvron et Marianne Getty. C'est l'histoire d'une idée folle, née il y a 10 ans à Madagascar, sur le lac Mantassoa, perché à 1500 mètres d'altitude. Le rêve de 3 entrepreneurs français installés de longue date sur la grande île, à la tête d'une société de prêt-à-porter de luxe. Ils ont décidé de produire ici le premier caviar du continent africain. De bâtir de toutes pièces cette immense ferme aquacole pour accueillir des esturgeons. Des personnes nous ont pris pour des fous. Ils nous ont dit mais c'est n'importe quoi, pourquoi pas des saumons dans le désert tant que vous y êtes. Mais en fait c'est pas si insensé que ça puisque ça marche. On y est, on produit, on a de magnifiques poissons. Pour y arriver, il a d'abord fallu importer les poissons qui n'existaient pas à Madagascar. Ils ont fait venir des œufs fécondés de Russie, principalement pour les faire grandir dans ces bassins. 1 kilo de ces œufs fécondés peut atteindre 50 000 €, un vrai trésor dont il faut prendre soin. Le plongeur leur rend visite au minimum 2 fois par jour. C'est incroyable là. Auparavant, il n'y a pas de sturgeon à Madagascar. Je l'aime le sturgeon. Ah oui? Même leur caviar, du goût. Les esturgeons sont bichonnés, nourris grâce à cette farine bio, à base de soja notamment. L'environnement fait le reste. Les poissons se sont parfaitement adaptés aux eaux chaudes malgaches. Nous sommes sur un lac avec des températures d'eau qui sont assez stables tout au long de l'année et puis qui sont très optimales pour la croissance des esturgeons. On a mis 1 cage, puis 2, puis 3, et puis aujourd'hui on en a 30. Après avoir investi des millions d'euros, nous disent-ils, la ferme héberge aujourd'hui 300 tonnes d'esturgeons. Il est temps d'en récolter les fruits. Récupérer le caviar, les œufs non fécondés. Chaque poisson est pêché, puis échographié. On cherche les gonades, donc les futurs œufs. Seules les femelles les intéressent. Femelles? Comme celle-ci. Elles sont ensuite transportées jusqu'au laboratoire pour l'extraction. L'opération est extrêmement périlleuse. Il ne faut surtout pas abîmer les œufs. Le caviar est juste derrière la peau. Ces poissons ont mis 9 ans pour atteindre cette taille. C'est le moment de vérité. La couleur est très belle et l'œuf a une belle taille. Et là, on voit une poche qui est magnifique. 9 ans de travail et c'est nos premiers œufs. L'entreprise vient de recevoir sa licence pour exporter vers l'Europe. L'objectif, 1 tonne pour cette première année, qu'il faut laver, mesurer, trier, puis saler. Le salade, c'est pour la conservation.
Il faut bien respecter le dosage. Je suis le responsable de l'étape cruciale de la production de caviar. Il faut ensuite encore laisser reposer le produit, faire évoluer la saveur pendant quelques semaines. Le responsable de la production veut que le caviar malgache se distingue des autres. Le marché russe au départ était beaucoup avec de très forts taux de sel. Le marché a évolué au fil des années et maintenant on est plus sur des consommateurs qui aiment un caviar un peu plus léger avec des goûts plus crémeux, plus noisettes. Delphine et Christophe Dabézy espèrent rentabiliser leur caviar d'ici une dizaine d'années. Notre rêve, c'est qu'il arrive sur les plus belles tables du monde, que surtout on arrive à servir les meilleurs chefs, les plus grands chefs de l'océan Indien, de l'Afrique, en France. On va se battre et on fera ce qu'il faut qualitativement pour y arriver. Mais en attendant, c'est à Madagascar que ce caviar passe ses premières épreuves. Cuisiné en avant-première par Lailana Ravelomanana, le chef le plus primé du pays. Là, je suis en train de préparer un duo de saumon frais et du caviar. Pouvoir travailler ce produit, c'est une fierté pour moi. Par rapport aux autres caviars, moi, on sent quand même qu'on est dans un pays exotique. Aussi exotique soit-il, le caviar malgache reste un produit de luxe. À Paris, il vous en coûtera 1500 € le kilo, contre moitié moins à Madagascar. Peut-être l'occasion d'un voyage pour goûter le premier caviar africain dans son cadre d'origine. Et puis on ne le sait pas forcément, mais la France est devenue le 3e producteur mondial de caviar d'élevage, derrière l'Italie et la Chine. La Russie a en fait pâti des restrictions touchant l'esturgeon sauvage depuis 2011. Bon, alors on n'est pas obligé de manger du caviar pour se faire plaisir et il n'est pas trop tard pour préparer un repas de fête bon et pas cher. Bonsoir Florence Griffon, vous êtes un peu notre Jean-Pierre Coff à nous ce soir, puisque vous avez comme mission de nous préparer et de nous proposer un réveillon à 15 € maximum par personne. On commence par l'entrée ? Eh bien oui, je vous suggère de la truite fumée française. On en trouve d'excellente qualité, souvent meilleure que certains saumons et à des prix plus attractifs. Regardez, 29 € le kilo contre 38 € le kilo pour du saumon. Autre idée, pourquoi pas un très bon velouté maison de légumes ou de champignons. Bon, moi je vais laisser velouter, je vais prendre la truite. Après, en plat principal, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, si vous n'êtes pas très nombreux, optez pour une poularde plutôt qu'un chapon. C'est souvent plus petit, environ 2,5 kg en moyenne, mais ça se cuisine exactement de la même manière. Comptez dans les 30 € en moyenne le kilo pour la poularde et 70 € pour un chapon de Bresse. Autre idée, pourquoi pas un menu végétarien avec des pâtes aux truffes, herbes et parmesan. C'est pas mal non plus. On a ruiné notre budget, il nous reste encore un peu de sous pour le dessert là. Non, vous pouvez pourquoi pas essayer une petite bûche maison, allez. Pourquoi pas. Et pour l'accompagner, eh bien vous pouvez remplacer le champagne par du crément. On trouve d'excellents créments à moins de 12 € la bouteille, ou bien du Vouvray ou du Saumur pétillant, mais à consommer avec modération. Bien évidemment. Un petit Vouvray pétillant quand même, c'est difficile de trouver mieux. Au final, est-ce qu'on est dans les clous ? Ça nous fait un réveillon à combien tout ça ? Eh bien oui, regardez, voilà l'addition. On arrive à 15,30 € par personne. Pas mal. Bon appétit. Merci beaucoup, mission accomplie Florence Griffon. Il est 20h26. Si vous cherchez vos ados, ils sont sûrement le nez collé à leur ordinateur, en train de regarder la dernière vidéo de leur youtubeur préféré. Il et elle sont leurs idoles. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Florence Mavic, Agnès Monteux et Antoine Montel ont donc décidé de plonger dans cet univers, pas loin d'être interdit aux plus de 18 ans. Comment ça va là-bas ? Chers amis, certains ont choisi l'humour, d'autres les jeux vidéo, la mode On est sur la plage des ou les voyages. Ah ouais, une compétition de surf. Ils sont accueillis comme des rockstars à chaque apparition publique. J'adore. Ils ont inventé leur propre métier, souvent entre les 4 murs de leur chambre. Hello tout le monde, j'espère que vous... Célèbres ou anonymes, pourquoi les youtubeurs fascinent-ils les jeunes ? Quelle influence ont-ils sur les ados ? Et de solidarité. Alors ici c'est mon dressing. Léna, son truc c'est la mode. Ça c'est nouveau. Ça j'aime bien. Elle a 21 ans et vit chez ses parents. C'est dans l'appartement familial qu'elle réalise ses vidéos. Caméra, montage, Léna a appris seule comment animer sa propre chaîne sur YouTube. En 1 an et demi, son site est passé de 1000 abonnés à plus de 300 000. Ok.
C'est monté très très vite. YouTube, quand ça marche très vite. Ça peut te pousser du jour au lendemain. Okay. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les abonnés, ce sont les fans. Ceux qui vous suivent sur Internet, parfois 24 heures sur 24. Dans ces vidéos, Léna parle chiffon, mais aussi de son quotidien. Ses coups de blues, ses bons plans, ses complexes de fille. Donc ouais, on a tous des complexes, que ce soit une bosse sur le nez, des cheveux bouclés, des hanches. Et pour continuer d'intéresser sa communauté d'abonnés, la faire grandir, Léna a sa recette. Je suis assez spontanée et naturelle. Et je pense que j'ai un peu une vie normale et je pense que ça plaît aussi. Je pense que quand on regarde mes vidéos, on sent un peu comme si on était avec moi et que c'est une petite conversation à deux, à plusieurs, ceux qui sont derrière leurs écrans. Je pense que c'est ça qui change un peu sur YouTube. Pas de spectaculaire dans ces vidéos. Des clips qui racontent avec humour la vraie vie. C'est ça qui plaît à ses fans, Pas du tout, c'est 10 €. Qui n'hésitent pas à l'aborder dans la rue. Salut. Comment vous appelez Lou et Lisa. Qu'est-ce qui vous plaît chez les youtubeuses comme Léna? Pourquoi on est tellement accro aujourd'hui à ces jeunes-là? Parce qu'ils nous représentent tous. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des gens, en plus ils sont accessibles, on les voit dans la rue, c'est pas comme des grandes stars américaines qu'on peut pas approcher, on va dire. Et ils parlent un peu en notre nom, des choses qu'on peut pas dire, et du coup des choses qui peuvent être très intimes et qui peuvent soulever dans leurs vidéos et qu'on peut pas dire par exemple à nos amis ou à nos parents, ou voilà. Être authentique en parlant cash, les jeunes adorent. Elle a un côté très positif, une façon de relativiser au quotidien, même s'il lui arrive des choses négatives comme il peut arriver à tout le monde, elle réussit à trouver le côté positif et c'est ça qui est agréable avec elle. Développer sa communauté d'abonnés, c'est du boulot pour un youtubeur. Chaque vidéo demande plusieurs heures de travail. Et des vidéos, Léna en poste beaucoup. Mise en ligne terminée. Je fais les commentaires directs. J'ai toujours la boule au ventre quand je poste une vidéo. J'attends les premiers commentaires comme ça, genre. J'espère que ça va plaire. J'ai peur de décevoir un peu. J'ai fait une vidéo qui a fait 1 million de vues. J'arrive pas à me dire qu'il y a 1 million de personnes différentes qui regardent ma vidéo. Je peux pas le visualiser, j'arrive pas à le réaliser. Gagner des abonnés, c'est aussi la possibilité de gagner de l'argent. Beaucoup de youtubeurs font de leur activité un gagne-pain. Mais rares sont ceux qui font fortune. Sur les 60 000 existants en France, à peine quelques centaines en vivraient bien. Je disais donc, petit t-shirt à l'occasion des 900 000 abonnés, merci. Clément, alias Farod Games, a beau approcher du million d'abonnés, il est loin d'être millionnaire tout court. Non, on reprend les codes du jeu vidéo normal. Là, lui, sa spécialité, ce sont les jeux vidéo. Et il lui a fallu être patient avant de gagner sa vie. Ok. Moi, de mon côté, je sors 2 à 3 vidéos par semaine. Pour atteindre un SMIC, c'était aux alentours des 600 000 abonnés. Je tournais à 6 millions de vues par mois. Et là, j'ai pu atteindre quelque chose qui s'avoisinait au SMIC. Et qui même le dépassait un peu. Ce qui rapporte de l'argent aux youtubeurs, ce sont les publicités à coller aux vidéos, les partenariats avec des marques ou le soutien financier de fans. Hop, celui qui s'imaginait prof de maths est finalement devenu un pro du décryptage des jeux vidéo. J'ai mis des mousses isolantes sur les murs, j'ai acheté du matériel, donc dans un sens, on peut dire que c'est pro, oui. Il en a fait son métier avec un vrai studio d'enregistrement. C'est parti. Clément a conscience qu'il peut influencer ses fans à travers les jeux qu'il présente. Celui-ci, par exemple, met en scène de jeunes personnages tentés par le suicide. Ça peut vous traverser l'esprit, on a tous eu des moments dans notre jeunesse où on s'est imaginé des choses folles comme ça parce qu'on en avait marre de la vie, oui. C'est l'occasion pour Farod Games d'aborder des sujets parfois tabous chez les ados. À le lire. Si ça vous arrive, trouvez-vous une source de bonheur extérieure. Enfuyez-vous dans les mangas, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, dans la télévision. Je sais que j'ai des abonnés très jeunes, et je sais que parmi ces jeunes-là, il y a des personnes qui sont concernées par ces sujets-là, qui se font du mal eux-mêmes parce qu'ils ont des choses terribles qui leur arrivent dans la vie. Donc je pense que j'ai ma responsabilité de leur dire, ne faites pas ça, pensez aux gens qui vous aiment. Si je peux me permettre de leur faire prendre conscience de certaines choses et de les remettre un peu sur le droit chemin, ou alors leur faire comprendre des choses de la vie, oui, je le fais, ouais. On va parler de toast. De Clément, Léna, seront-ils toujours face à leur caméra dans 10 ans? L'univers des youtubeurs est un monde aussi volatile que l'air du temps.
Et puis regardez ce petit bonhomme-là, il a 7 ans, il est américain, il s'appelle Ryan. Il a près de 18 millions d'abonnés sur YouTube et il est en 2018 le youtubeur le mieux payé du monde avec 22 millions de dollars de revenus. Un meurtre sans des ciseaux qui brillent, c'est comme des asperges sans sauce hollandaise, ça n'a pas de goût. Si je vous dis que cette phrase est sortie de la bouche d'un génie britannique, rondouillard, qui comme vous et qui vous a sûrement fait sursauter, voire cauchemarder une fois dans votre vie. Normalement, là, vous pensez à Hitchcock, l'homme qui vous a appris à regarder les oiseaux d'un autre œil. Alfred Hitchcock, et ce soir, notre éclair de génie, Karine Azopardi et Alexis Jacquet. Cette scène de la mort aux trousses. Les ciseaux dans le crime étaient presque parfaits. Ce manège qui s'emballe. On pourrait en citer bien d'autres, tant Hitchcock en a laissé, des scènes cultes dans des films cultes. Mais dans quel cerveau sont nées ces scènes de génie? Tout est parti d'un traumatisme d'enfant. Au départ, il y a l'imagination d'un petit garçon né à la fin du 19e siècle dans un quartier populaire de Londres, dont toute l'enfance a baigné dans l'atmosphère des années, Jack l'Éventreur. À Leytonstone, son quartier d'origine, il ne reste que quelques mosaïques dans le métro en mémoire du cinéaste. Mais de ces années-là, Hitchcock racontait souvent la même anecdote sur une punition qui l'avait marqué. Son père l'avait envoyé au commissariat avec un morceau de papier à remettre à un policier. Le policier, un complice, l'avait lu et avait mis le petit garçon dans une cellule jusqu'à ce que sa famille vienne le chercher. Ça l'avait terrorisé et cette punition, il s'en est souvenu longtemps. Un petit garçon traumatisé qui, devenu cinéaste, a voulu retranscrire cette frayeur. Et sa technique, c'est de multiplier les plans. Dans la scène de la douche de Psychose, le visage, l'assassin, le couteau, en 45 secondes, 70 images différentes tournées en 7 jours. Avec un seul but, que le spectateur ressente physiquement la terreur du personnage. C'est pour ça qu'on parle de génie d'Hitchcock, c'est qu'il avait une vision extrêmement audacieuse du cinéma et il en a fait un instrument pour, disait-il, avec Psycho, contrôler les émotions du public et faire que le public, partout, à une seconde près, ait peur, réagisse, crie, etc. Le génie d'Hitchcock, c'est aussi d'avoir trouvé son double en musique. L'association avec Bernard Herrmann a donné lieu à quelques musiques cultes. Dans Vertigo, par exemple. La musique, répétitive, donne le vertige. Elle fait partie de la narration. Il pose quelque chose qui est là, auquel on ne fait pas vraiment attention et qui devient décisif. C'est ça le génie de Hitchcock, c'est de prendre de la musique tapisserie, de vous faire croire que ce n'est qu'une tapisserie et d'en faire le sujet principal, voire l'auteur du crime ou l'instrument du crime. Jusqu'à son ultime film, Hitchcock aura raconté des histoires d'amour qui ressemblent à des meurtres et tourné ses crimes comme des histoires d'amour. Sans oublier la touche d'humour british. Ici Alfred Hitchcock. Le cinéma n'est pas mort. Il y avait un petit peu moins de suspense sur les terrains de rugby aujourd'hui. Pas de répit pour le rugby. On joue ce week-end la 13e journée du top 14. Fin des matchs allés donc. Il y a quelques minutes, La Rochelle s'est imposée assez facilement face à Castres. Victoire 53-27 pour les Rochelais. 7 essais pour La Rochelle, 3 pour Castres. Et puis vous le voyez un peu plus tôt dans l'après-midi, le Stade Français a battu Grenoble 23-20. Quant à Lyon, Lyon a gagné contre Agen 52-20. C'est la fin de ce journal, mais ce n'est que le début de la soirée. À suivre par ordre d'apparition le journal météo de Chloé Nabédian, votre série Vestiaire, puis ce sera Prodige, la finale avec Daphné Burki. Moi, je vous donne rendez-vous demain tout seul à 13h, puis à 20h avec Patrick Fiori. Très bonne soirée et bonne chance aux finalistes de Prodige. À demain.